Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Mais pourquoi je pense à la bouffe toute la journée ? Franchement, je suis moi-même étonnée d'avoir attendu l'épisode 135 pour te parler de ce sujet. Parce qu'au fond, c'est probablement la problématique principale quand on est une mangeuse émotionnelle compulsive. Quand on pense aux troubles alimentaires, on a tendance à penser aux compulsions, au grignotage, à l'hyperphagie. Mais au-delà de l'excès alimentaire, finalement, il y a autre chose de plus problématique. Il y a un bruit. Une sorte de nuisance sonore permanente. Une présence en boucle de la nourriture dans notre tête. Et toutes les femmes que j'accompagne me décrivent ce bruit exactement avec les mêmes mots. J'y pense tout le temps. J'ai l'impression d'être obsédée par la bouffe. J'y pense du matin au soir. La nourriture prend toute la place dans ma tête. Et du coup, parfois, je leur pose une question. Je leur dis, si tu devais estimer la place que la nourriture occupe dans ton cerveau, tu dirais combien ? Et certaines vont jusqu'à me répondre 80%. Imagine, 80% de ton cerveau occupé par le sujet de la nourriture. Et ce bruit, je l'ai moi-même connu, mieux que personne, je sais de quoi je te parle. Et finalement, c'est drôle, mais je crois que c'est Marilyn, avec qui j'ai travaillé lors de la dernière session de mon programme Déjeuner en paix, qui l'a mieux décrit ce bruit. Elle nous disait, c'est comme vivre avec un programme informatique qui tourne en permanence en tâche de fond dans ta tête. Et c'est tellement ça. Et oui, tu peux continuer à travailler, à discuter, à t'occuper de tes enfants, à faire les courses. Mais il y a toujours ce programme qui consomme une partie de ta mémoire vive. Ton ordinateur interne fonctionne encore, toujours, il chauffe, il ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, ce bruit alimentaire a aujourd'hui un nom, en anglais on appelle ça le food noise, et c'est un terme qui revient énormément en ce moment depuis l'arrivée des traitements par injection GLP-1. Et ce qui m'a frappé d'ailleurs, et j'en parle dans l'épisode 133 consacré aux injections du type Ozempic, Wegovy, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que les personnes qui utilisent ces traitements, la première chose qu'elles te disent, le premier bénéfice qu'elles ressentent et qu'elles mentionnent avant même la perte de poids, c'est justement le silence. Pour la première fois, elles ont l'impression de ne plus penser à la nourriture en permanence. Et je trouve ça passionnant parce que ça montre à quel point ce bruit est une véritable souffrance. Une souffrance invisible mais infinie dont on parle finalement très peu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête dessus. Ensemble, on va essayer de répondre à 4 questions. La première, pourquoi est-ce qu'il y a certaines femmes qui pensent à la nourriture du matin au soir alors que d'autres n'y pensent presque jamais ? C'est tellement injuste. Ensuite, à quel moment est-ce que ce bruit s'installe dans notre cerveau ? Et pourquoi est-ce qu'il finit souvent par provoquer exactement ce qu'on voulait éviter ? Les compulsions alimentaires. Et puis enfin, on ira se poser la question brûlante. Est-ce que surtout, on peut vraiment enfin retrouver le silence ? Est-ce que cette paix, ce silence intérieur est possible ? Alors pour commencer, comment ça se manifeste ? Ce bruit, il se manifeste partout et à tout instant. Et on va dire qu'il y a des conditions évidentes et tu vas voir des conditions beaucoup plus pernicieuses. Les conditions évidentes, c'est les moments où tu dois manger. C'est l'heure de manger ou alors la nourriture est devant toi. C'est par exemple quand c'est l'heure de passer à table, quand tu prépares le repas, quand tu vas au restaurant, quand tu regardes le menu, quand tu es devant le buffet à la cantine, quand un collègue apporte des croissants le matin, quand tu prends l'apéro ou que tu assistes à un pot de départ, que tu es invité à un buffet. Là, j'ai envie de te dire, ça paraît presque normal de penser à la nourriture. Elle est devant toi. Mais le bruit alimentaire, il ne s'arrête pas là. Il continue même quand la nourriture n'est plus devant toi. Par exemple, quand tu es dans la planification.
la planification des repas, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir, cette semaine, ce week-end, quand tu es en train d'établir ta liste de courses, quand justement tu ouvres le frigo peut-être pour voir ce qui reste, qu'il faut acheter, et que tu te dis « Ah mince, le camembert que j'avais acheté pour toute la semaine, finalement, n'a duré qu'une soirée. Ah bah voilà, fallait pas que j'achète de camembert, je sais pas résister, il est déjà terminé, donc demain c'est salade. Et je vais rattraper ça, faut que je fasse attention. » Ça peut être quand t'es en train de scroller sur internet, tu veux acheter une nouvelle paire de baskets, et là t'es bombardé de propositions pour des recettes keto ou paléo, pour des idées de batch cooking healthy. Et là, alors que t'as rien demandé, la nourriture vient reprendre une place dans ton esprit. Et tu vois, ce qui est fou quand on y pense, c'est que même quand tu manges pas, même quand la nourriture n'est pas là, à chaque fois, tu es en permanence en train de gérer les conséquences imaginaires de ce que tu as mangé, ou de ce que tu vas manger, ou de ce que tu pourrais manger, ou de ce que tu ne manges pas. Tu vois, t'es pas seulement en train de penser à la nourriture. Tu gères déjà les conséquences que tu lui attribues. Et puis je te disais, il y a des moments encore plus insidieux. Typiquement le matin, ça me fait un frisson parce que moi je l'ai tellement vécu. Avant même d'avoir posé un pied par terre, t'ouvres les yeux, tu mets peut-être la main sur ton ventre, tu commences à te juger et tu te dis « Ah là là, comment je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Comment je vais faire pour me rattraper ?» Et puis il y a d'autres moments, t'enfiles un vêtement, un jean par exemple, et tu te sens un peu serré. Et tu commences à cogiter, oh là là, faut que je compense, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ou alors tu prends les transports et tu croises la silhouette d'une femme mince. Ou tu reçois un texto pour une invitation pour une après-midi au bord de la piscine. Et instantanément, dans toutes ces situations qui n'ont rien à voir avec l'acte de manger, le logiciel redémarre. Et c'est ça qui est épuisant. Le problème, c'est pas seulement de penser souvent à la bouffe. Le problème, c'est que ton cerveau n'a aucun répit autour de ce sujet. Donc du coup, on en vient à la deuxième question. Pourquoi est-ce que ce bruit s'installe ? Comment ça se fait qu'une femme qui à la base mangeait normalement finit par penser à la nourriture H24 ? Il faut comprendre que le bruit, il tombe pas du ciel. Le bruit, il se construit. La preuve, les enfants mangent naturellement, en fonction de leur faim, de leur satiété. Une assiette de pâtes, c'est une assiette de pâtes. Ils ont pas tout plein de théories nutritionnelles ou de peur ou de doutes autour de l'acte de manger. Et nous, adultes, je pense que on fait souvent une erreur. Quand on a tendance à penser à la nourriture du matin au soir, on se dit qu'en fait, notre problème, c'est qu'on est obsédé par la bouffe, qu'on est addict au gras, au sucre. J'en avais d'ailleurs fait un épisode, c'est l'épisode 43 sur le sujet « Je suis accro au sucre, comment m'en sortir ?» On se dit qu'on est trop gourmande, notre problème c'est ça, c'est notre gourmandise, c'est notre manque de volonté. Moi aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que ce bruit, il s'est construit. Et je peux presque te raconter comment le mien, il s'est construit. Moi de mon côté, ça a commencé quand j'ai fait mon premier stage dans les cosmétiques. Je travaillais pour Estée Lauder, c'était mon premier stage dans une grande entreprise prestigieuse, je devais avoir 21 ans. Et j'essayais vraiment de donner le change. Moi, je venais d'un milieu très 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 modeste. Je venais de Seine-Saint-Denis, je prenais le métro pour aller rue Saint-Honoré tous les jours. Et le midi, on se retrouvait dans la salle de déjeuner. C'était un univers très féminin. Et toutes les femmes qui travaillaient dans le bureau ne parlaient que d'une chose. De leur perte de poids, de leur régime. Et une collègue assez jeune, elle devait être très proche en âge de moi, racontait comment elle avait perdu 15 kilos grâce à la méthode Montignac. Et du coup, ni une ni deux, j'ai été acheter le livre. Et j'ai découvert comme ça l'indice glycémique. Et typiquement, dans le livre, et c'était très très bien documenté scientifiquement, Montignac explique que manger des pâtes al dente, ça va moins te faire grossir que manger des pâtes trop cuites, parce que les pâtes cuites al dente, elles ont un indice glycémique plus bas. Donc, je me suis mise à manger des bols de spaghettis al dente et j'étais fière de moi. Pareil pour les carottes, j'avais compris qu'il fallait manger des carottes crues et râpées parce que si je les faisais cuire, ça augmentait l'indice glycémique. Fallait que je mange les pommes de terre avec la peau. Et voilà. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à regarder les aliments autrement. Et tu vois, le problème, ce sont pas les méthodes en soi. Ce sont les questions qu'elles créent. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a d'autres méthodes qui viennent se rajouter et donc d'autres questions.
Avec Dukan, je me suis lancée dans les protéines. Ensuite, j'ai testé la chrononutrition. Je me suis mise à manger du fromage et de la quiche Lorraine le matin. J'ai testé le jeûne intermittent. J'ai pas fait Weight Watchers, mais j'ai compté. Moi, j'ai compté les calories. Et puis, je me suis intéressée au régime paléo, au zéro sucre, au zéro gras. Puis aujourd'hui, il y a Glucose Godest qui a remis au goût du jour cette histoire de pic glycémique. Et je veux être honnête, quand on lit ces livres, quand on regarde toutes ces théories et toutes les preuves scientifiques qui semblent vraiment soutenir ces théories, tout paraît logique. Tout paraît plein de bon sens. Effectivement, quand Dukan il me dit qu'il faut que je mange plus de protéines et que j'arrête les glucides parce que les protéines sont plus difficiles à assimiler, que ça va maintenir ma masse musculaire, blablabla, bien sûr, tout ça, ça fait du sens. Et le pire, c'est qu'au début, ça marche. Alors on y croit. Et tu vois, c'est là pour moi que tu te rends compte que l'arbre cache la forêt. Le bruit alimentaire, c'est pas juste les connaissances. Le bruit alimentaire, ce sont les questions. Parce que chaque nouvelle règle crée automatiquement de nouvelles questions. Est-ce que ça fait grossir? Combien de calories? Est-ce qu'il y a assez de protéines? Est-ce que manger ça, c'est mieux que manger des frites? Est-ce que j'ai pas déjà mangé trop de glucides aujourd'hui? Est-ce que je vais devoir rattraper ça ce soir? Est-ce que j'ai le droit de prendre un dessert? Le cerveau ne s'arrête plus. Et je crois que c'est ça le food noise. Et tu vois, pour moi, le food noise, il a commencé avec ces spaghettis al dente. Il a commencé en fait le jour où ma mère a fait cuire un peu trop longtemps les pâtes. Et là, la question, et ça me fait vraiment un frisson, c'est vraiment ancrée dans ma tête. Est-ce que ces pâtes trop cuites vont me faire grossir? Est-ce que j'ai le droit de manger ces pâtes trop cuites? Comment dire à ma mère que ces pâtes sont trop cuites? Comment faire pour ne pas manger les pâtes qu'a fait cuire ma mère? Tu vois? Et ton cerveau, il finit par créer une immense base de données. Parce que chaque nouvelle règle, elle oblige ton cerveau à effectuer des centaines de micro-calculs qui n'existaient pas avant. Tu vois, avant, quand je mangeais des spaghettis, je voyais juste une assiette de spaghettis. Et ensuite, mon cerveau s'est mis à ouvrir une base de données qui contenait l'indice glycémique des pâtes al dente vs l'indice glycémique des pâtes trop cuites. Et je compare souvent ça à une immense arborescence. Chaque nouvelle théorie nutritionnelle vient ajouter une nouvelle branche. Et à force, l'arborescence devient tellement immense que ton cerveau consulte automatiquement cette base de données avant chaque décision alimentaire. Et tu vois, j'ai eu un énorme déclic récemment. Je me suis rendu compte que une femme qui n'a jamais fait de régime, autrement dit, qui n'a jamais essayé de maigrir, de changer son poids, quand elle voit une assiette de pâtes ou une purée de pommes de terre, elle voit une assiette de pâtes ou une purée de pommes de terre. Alors qu'une mangeuse qui cherche à perdre du poids, elle va voir des calories, elle va voir des points Weight Watchers, elle va voir un indice glycémique, des glucides, un pic de glycémie et une potentielle, pour ne pas dire probable, prise de poids. On regarde plus les aliments de la même façon. On regarde plus juste un aliment, on regarde toutes les croyances et les peurs qu'on lui a associées. Et je vais te parler d'une situation personnelle, pas pour te parler de moi, mais pour que tu puisses, en moi, avoir une sorte de miroir et peut-être te reconnaître. Moi, j'ai vraiment eu un jour bascule où j'ai compris que le problème était plus vaste que juste la nourriture. Ce jour, c'était en Thaïlande. J'étais en voyage avec mon copain de l'époque, vraiment voyage de rêve, plage de rêve. Et un soir, on se fait un restaurant sur la plage, un resto de barbecue. Il y avait de la musique, il y avait des jongleurs de feu, c'était vraiment l'image de carte postale. Et à ce moment-là, ma façon de manger était très dysfonctionnelle. Je me laissais uniquement guider par un quota de calories que je m'autorisais chaque jour. Et avant de partir, en fait, quand j'étais en Europe, quand j'étais en France, j'utilisais un tableau Excel pour vraiment calculer les calories de tout ce que j'ingérais. Oui, à l'époque, il n'y avait pas encore les applis qui permettaient de calculer tout automatiquement. Donc, j'utilisais un bon vieux tableau Excel. Mais évidemment, en Thaïlande, j'avais pas mon ordi, j'avais pas mon tableau Excel. J'avais seulement les photos sur les menus des restaurants, parce que tu sais, en Asie, souvent, ils te mettent des photos des plats pour que tu te rendes compte. Et là, pas de peau, ce soir-là, dans le resto qu'on avait choisi, il n'y avait pas de photos. Il y avait juste une description de ce qu'il y avait, des brochettes, la viande grillée, etc. Et sans photo, j'étais incapable d'estimer les portions. J'étais incapable d'estimer les calories. J'étais incapable d'estimer ce que j'avais le droit de commander ou pas, ce qui allait me faire grossir ou pas.
Et du coup, je savais plus quoi commander. Et j'ai commencé à avoir la nausée, à avoir tellement mal à la tête. J'avais peur de commander, j'étais complètement pétrifiée. J'essayais de calculer, de comparer, d'arbitrer, mais j'y arrivais plus. C'est comme si mon cerveau était en pleine explosion. Résultat, j'ai fondu en larmes. Mon copain était en face de moi, il n'a pas compris. Sur le moment, il n'a pas compris. Et en fait, je pleurais pas devant une carte de restaurant. Je pleurais même pas devant de la nourriture. Je pleurais sous le poids de toutes les questions qui m'assaillaient et auxquelles je n'étais pas capable de répondre avec certitude. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. C'est là que j'ai compris que j'avais un problème qui était bien plus grand que juste la bouffe. Que j'avais un problème avec toute l'énergie mentale que je dépensais autour d'elle. Et tu vois, il est là le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas la nourriture. Le vrai problème, c'est toute cette énergie mentale qu'on dépense autour d'elle. Mais on pourrait se demander pourquoi, au final, ça finit si souvent en compulsion. C'est vrai après tout. Pourquoi est-ce que ces règles, elles finissent par produire exactement l'inverse de ce qu'on recherche? Et c'est là qu'on arrive au plus grand paradoxe de cet épisode. Pendant des années, j'ai cru que si je faisais des compulsions alimentaires, c'était parce que je ne me contrôlais pas assez, qu'il me fallait plus de volonté, plus de cadre, plus de discipline, plus de contrôle. Et aujourd'hui, j'ai compris que je me trompais complètement. Le bruit alimentaire, finalement, c'était tout simplement le prix à payer pour essayer de contrôler mon poids. Et je t'invite à prendre une seconde pour y réfléchir. Et si pour toi aussi, le bruit alimentaire était tout simplement le prix à payer pour essayer de contrôler ton poids? Parce que depuis le début de cet épisode, on a vu comment chaque régime, chaque théorie nutritionnelle et chaque nouvelle règle ajoutait des dizaines de nouvelles questions et décisions dans ton cerveau. Et je crois qu'il existe un lien direct entre tout ça et les compulsions. Plus tu accumules de règles, de connaissances et de questions, plus tu es susceptible de faire une compulsion. Pourquoi ? Parce que derrière ce qui ressemble à une obsession pour la bouffe se cache souvent une obsession beaucoup plus profonde, la peur de grossir et la volonté de contrôler son poids. Et je ne peux que t'encourager à écouter ou réécouter le double épisode 83-84 sur le sujet de la peur de grossir. Donc voilà, t'as peur de grossir, donc t'as peur de manger, et ton cerveau ne s'arrête plus. Et toute la journée, il calcule, il compare, il négocie, il culpabilise, il anticipe, il essaye de réparer, il essaye de contrôler. Et à force de vouloir contrôler ton poids, tu finis par contrôler chacune de tes bouchées, puis chacune de tes envies, puis chacune de tes pensées. Ajoute à ça le travail, les enfants, les conflits, la fatigue ou la charge mentale, dont j'ai parlé dans les épisodes 50 et 111, et là, t'as vraiment un cocktail explosif, et tu comprends pourquoi, généralement le soir, t'es tellement plus vulnérable face aux compulsions alimentaires. Et j'aime utiliser l'image d'un élastique, c'est sûr que si tu passes ton temps à tirer sur l'élastique, en fait, tôt ou tard, il va se déformer et surtout, il va craquer. C'est là qu'interviennent les craquages. Mais si tu le laisses tranquille au creux de ta main, on va pas se mentir, il vivra plus longtemps que nous toutes réunies. Donc pour moi, c'est exactement ça qui se passe avec le contrôle alimentaire. Chaque nouvelle règle vient ajouter une tension supplémentaire et chaque nouvelle question tire un peu plus sur l'élastique. Et puis finalement, ça craque. Mais, ceci étant dit, il reste quand même une question. Pourquoi la nourriture ? Pourquoi ne pas aller marcher, appeler une amie, regarder Netflix ? Alors bien sûr, il y a le plaisir immédiat. Manger, ça apporte du gras, du sucre, donc de la dopamine, mais je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus profond. Pendant longtemps, la nourriture a été, pour beaucoup d'entre nous, un réconfort, un refuge, un doudou, une sécurité. Et moi, je repense souvent à une image de mon enfance. Un soir, j'étais rentrée tard de l'école. Et moi, j'étais vraiment le profil de la bonne élève. J'avais un contrôle le lendemain, quelque chose d'assez difficile à réviser pour moi. Et je stressais énormément. Je me demande même si j'en ai pas pleuré. Et ma mère m'a vue assise face à mes notes devant mon bureau. Et elle m'a déposé, sans un mot, une assiette d'orange à la cannelle. Tu sais, une orange coupée très finement avec un peu de sucre et de la cannelle qu'elle avait présentée comme une fleur. Et à l'époque, la seule chose que je voyais dans cette orange, c'était l'amour de ma mère.
C'était ces encouragements, c'était la sécurité, c'était le sentiment que tout allait bien se passer. Et d'ailleurs, j'ai encore en mémoire le fait que le lendemain, le contrôle s'était très bien passé, que j'avais eu une très bonne note. Donc tu vois, cette orange, elle est venue vraiment ancrer ce sentiment de sécurité de « ça va bien se passer ». Je vais être honnête, aujourd'hui, si j'avais face à moi la même assiette, je regarderais probablement en premier le sucre qu'il y a sur l'orange. Je me dirais, l'orange c'est déjà un fruit sucré, inutile de rajouter du sucre. Et je devrais faire ce travail interne de conversation avec moi-même, de me rappeler que c'est pas ces quelques grains de sucre qui vont changer la donne, que ce qui est important, c'est l'ensemble de l'équilibre alimentaire, sur une journée, sur une semaine, etc. Mais tu vois comment mon propre regard a changé sur la nourriture? Vraiment subrepticement? Et petit à petit, malgré nous, ce qui était notre réconfort est devenu notre ennemi. Et pourtant, quand notre cerveau est complètement épuisé, c'est encore vers ce réconfort qu'il se tourne. Pourquoi? Parce que pendant quelques minutes, la compulsion devient l'opportunité de faire momentanément taire le bruit. Ouais, pendant quelques minutes, pendant les premières bouchées, tu ne calcules plus, tu ne négocies plus, tu ne réfléchis plus, tu manges. Ça fait tellement de bien. C'est comme si tu débranchais pendant quelques minutes un ordinateur qui surchauffe. Le silence, enfin. Et puis tu termines de manger. Et qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, le logiciel redémarre. J'ai tout gâché. Demain, je ferai attention. Je recommence à zéro. C'est décidé, plus de sucre. Faut que je me rattrape, faut que je me contrôle. Et le cercle vicieux repart. Contrôle, question, bruit, fatigue, compulsion, culpabilité, encore plus de contrôle et ainsi de suite. Et je voudrais vraiment que tu prennes conscience de ce qui pour moi est le plus terrible, de ce que ce bruit alimentaire te vole vraiment, parce qu'en apparence tu peux te dire « Ah oui, je comprends mieux pourquoi c'est ça qui génère des compulsions, et donc tant que j'ai des compulsions, je vais continuer à grossir ou je vais être incapable de perdre du poids. » Et tu vois toujours peut-être ça sous le prisme du poids. Mais en réalité, ce que ce bruit nous vole vraiment, c'est notre vie. Et je le connais trop bien, ce programme, parce que je l'ai vécu pendant des années, des décennies. Et avec le recul, c'est vraiment ce qui me fait le plus de peine. C'est vraiment pas l'histoire du poids. C'est tout ce que ce bruit m'a volé. Il nous vole notre présence, notre capacité à profiter des moments en famille ou entre amis. Si tu savais le nombre d'invitations que j'ai refusées à cause du bruit, parce que j'avais peur de me jeter sur la bouffe, ou typiquement, dès que les copains sortaient à la pizzeria, mais c'était hors de question que je participe, parce qu'à la pizzeria, j'aurais eu le choix entre pizza ou pâtes cuisinées avec des sauces hyper grasses. Donc quand les copains allaient à la pizzeria, j'y allais juste pas. Et le nombre de soirées dont j'ai pas profité à cause du bruit que j'avais dans la tête, parce que j'étais en train de manger du saucisson ou des chips. Le nombre de conversations aussi, où j'ai juste écouté, incapable de parler de moi. Et aujourd'hui, avec le recul, je me demande même si j'avais pas pris l'habitude d'écouter beaucoup plus que de parler, parce qu'en fait, j'avais plus suffisamment d'espace mental pour être vraiment présente. Et il y a aussi énormément de honte, parce que je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. C'était pas normal de penser à la nourriture du matin au soir. Et c'était encore plus pas normal de ne pas réussir à me contrôler alors que j'y pensais justement tout le temps. Alors, comment on sort de ce cercle vicieux? Comment on retrouve progressivement le silence? Si cet épisode t'a parlé, tu comprends peut-être pourquoi je ne crois plus que la solution soit d'avoir davantage de volonté ou davantage de règles. Parce que si le bruit alimentaire est entretenu par des années de contrôle, ajouter encore plus de contrôle ne fera probablement qu'alimenter le logiciel. Retrouver la paix, ça passe par le chemin inverse. Il va falloir enlever progressivement toutes les règles inutiles qui encombrent ton cerveau. Réapprendre à regarder un aliment avant de regarder ses calories. Réapprendre à manger un aliment ou un plat pour son goût avant de calculer l'impact potentiel sur ton poids. Il va falloir réapprendre à faire confiance à ton corps plutôt qu'à une nouvelle méthode édictée par l'extérieur. Et évidemment, on va pas se mentir, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est exactement le chemin progressif que je te propose dans mon programme Mission Sensation Alimentaire. Pendant 30 jours, on avance ensemble pas à pas.
On réhabilite progressivement les aliments interdits. On remet de la conscience et de la sérénité dans les repas. On ralentit. On apprend à vivre toutes les situations à risque, je mets des guillemets autour de à risque, comme les restaurants, les invitations ou les buffets, sans que le logiciel ne s'emballe à chaque bouchée. On ne cherche pas à ajouter une règle. On enlève progressivement celles qui ne te servent plus. Et tu retrouves enfin une façon beaucoup plus apaisée de vivre avec la nourriture. Si tu veux découvrir le programme, je te mets évidemment le lien dans les notes de cet épisode. Profite de l'été pour démarrer ce que j'ai envie d'appeler presque une déprogrammation. Le programme est actuellement en promotion à 2 fois 99 €. Et je te laisse imaginer. Imagine que demain matin, ta première pensée ne soit plus la nourriture. Imagine te réveiller sans commencer à calculer ou à planifier ce que tu vas manger, sans réfléchir à ce que tu vas devoir rattraper. Imagine aller au restaurant sans stresser devant le menu quand tu as un choix à faire. Imagine enfiler un jean sans que ton cerveau parte immédiatement en cacahuète. Imagine terminer un repas et simplement passer à autre chose. Parce qu'au fond, c'est pas seulement une relation plus sereine avec la nourriture que je te souhaite. C'est de retrouver tout cet espace qu'elle occupe aujourd'hui dans ton esprit. D'être pleinement présente à ta vie, à tes proches, à tes projets, à toi-même. Je te souhaite de retrouver l'espace mental que la nourriture t'a volé. Et en parlant de faire de la place, la semaine prochaine, je te parlerai de la grande session de désencombrement que j'ai faite à la maison. Je pensais désencombrer mes placards. En réalité, j'ai désencombré une bonne partie de mon histoire. Et ce que j'ai découvert va bien plus loin que le simple sujet du rangement. Je te raconte tout la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.